communication, je pense que c'est la base pour les parents, mais aussi pour les profs ou pour les gens en général. Parce que si on ne discute pas et qu'on impose à l'enfant notre point de vue ou ce qu'on veut, ou ce qu'on attend de lui, eh ben lui, s'il a du caractère, il va se braquer et il vous dira rien. Donc vous en saurez rien du tout. Finalement, en observant le comportement au quotidien de son enfant, on peut observer des choses, des signes, en tout cas, être à l'écoute de certains signes que eux n'ont pas l'impression de nous communiquer, mais qu'on peut voir en tant que parent, parce qu'a priori, on connaît bien notre enfant. Et je me dis qu'il y a certains comportements qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. C'est compliqué quand ils disent rien. C'est plus facile quand ils parlent, donc la communication, ouais, c'est très important et vraiment être en alerte sur tout, sur tous les plans. Si mon enfant va mal, je le verrai. Bon, après, c'est peut-être très prétentieux de dire ça, mais j'ai l'impression je pense que je connais suffisamment ma fille pour essayer de savoir en fait quand ça va pas. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des changements de comportement au quotidien qui font que je vais me dire, ben là, ça va peut-être pas au top. Et dans ce cas-là, on essaye de discuter. Après, c'est vrai que c'est difficile parce que, elle arrive à un âge où forcément on n'a pas envie de tout partager avec sa mère. Et moi, je n'ai pas envie de tout partager avec elle non plus parce il faut respecter aussi son jardin secret. Quand ça va mal, a priori, ils peuvent être absents. Beaucoup de fois. S'isoler complètement de tout le monde. Répondre mal aussi. Être violent, ça peut. Bon, c'est pas toujours facile la discussion, hein. C'est pas simple non plus, ni pour les parents, ni pour eux de se confier forcément à ses parents. Ils vont pas forcément tout nous dire. C'est pas ce que je veux non plus, mais qu'on reste quand même toujours en discussion pour qu'on sache à peu près si ça va bien, si ça va pas bien, s'il y a aucun problème. C'est quelqu'un qui est apathique, quelqu'un qui doute de lui constamment. Quelqu'un qui a plus du tout envie de faire ce qu'il aimait avant, quelqu'un qui change du jour au lendemain de comportement, qui remet tout en question et qui ne voit pas de solution. Terrible. C'est vraiment... on venait de déménager. Alors moi j'ai déménagé, mais j'ai suivi, mes parents étaient fonctionnaires et on déménageait tous les 5 ans à peu près. Donc c'est tombé sur la 6e. J'ai fait 2 collèges différents en 6e parce qu'il y en avait un où il n'y avait plus de place. Enfin bref, catastrophe. Les pires années pour moi, voilà. C'est vrai que c'est un vrai passage, un vrai bouleversement, un vrai changement et ça bouscule pas mal de choses. Moi j'ai la chance que ma fille adore le collège, elle adorait l'école, elle adore le collège, elle a l'impression d'avoir presque 18 ans. Mais c'est drôle parce que ça me permet de revenir pas mal en arrière et de me rappeler des souvenirs. Et moi je garde un très bon souvenir de mes années collège. Selon mes parents, j'ai pas eu de crise d'adolescence, j'ose espérer que ma fille n'en aura pas trop. Non, moi je trouve que le lycée est plus difficile et la fac alors encore plus. Je pense, après c'est mon point de vue. Moi le collège, je ne l'ai pas tellement appréhendé, c'était la suite logique que je suivais. Et sachant que toutes copines et copains suivaient aussi, c'est quand même plus facile que de se retrouver dans un collège où vous êtes tout seul. S'il pleure déjà, on peut savoir s'il a quelque chose. Quand vraiment quelqu'un va assez mal, il va être fatigué, va m'en parler, il va être surtout irritable. Bien, il y a différents comportements. Des personnes qui vont mal vont être plutôt refermées en général. Je connais des personnes qui subitement vont mal et d'un coup, il n'y a plus aucune expression dans leurs phrases. Ils sont moins joyeux. Elle était triste, qu'elle se sentait pas bien et que personne ne l'entourait. Je sais s'ils vont mal quand ils sont extirpés du groupe, qu'ils partent et tout ça. Et du coup, je leur demande si ça va et tout ça. Et après, ils m'expliquent à moi et après, je peux expliquer aux autres et voilà. Par rapport à son comportement, genre comment il parle à ses parents, comment il réagit par rapport à une reproche ou un compliment par exemple. On peut voir si par exemple c'était un élève qui avait de bonnes notes, si on voit qu'il commence à échouer et tout, on pourrait se poser la question. Ou encore si c'est quelqu'un qui parlait beaucoup et que du jour au lendemain il arrêtait de parler et il montrait aucune émotion. Si 2 personnes sont très amies depuis l'enfance et que du jour au lendemain une des 2 personnes se met à changer,
l'autre personne va le remarquer et va donc savoir si elle a des problèmes ou pas. Enfin, c'est ce que je pense, je suis pas sûre de moi. Si une personne affiche un sourire, c'est pas forcément qu'elle va bien. Un animateur, une grande personne à qui on a confiance. Les surveillants, certainement, parce que genre, c'est plus facile de parler à un surveillant, je pense, qu'à quelqu'un d'autre. Elle peut aller voir ses amis, mais également des personnes responsables. Des surveillants. C'est bien de se tourner vers ses amis ou sa famille. Après, moi par exemple, je pense que j'oserais pas. Alors je pense pas ses parents, mais plus des gens qui connaissent moins bien et qui savent parler aux enfants. Moi en tout cas, j'oserais pas trop parler de mes problèmes à mes parents. Peut-être sa famille, ses amis mais vraiment proches. Au collège, par exemple, la principale, le CPE. Un psychologue. Est-ce que par exemple, il y a une psychologue au collège des ECAM? Ou peut-être du coup l'infirmière du collège ou la psychologue et conseillère d'orientation du collège. Quand ils viennent me voir, c'est beaucoup pour des petits bobos, principalement, mais il arrive que des élèves viennent se confier parce qu'ils vont pas bien, ils ne se sentent pas bien dans leur peau, ils sont tristes. Et donc, ils viennent pour discuter un petit moment. Et avec des questions qui sont quand même assez ciblées, je vais essayer de comprendre pourquoi ils ont mal au ventre, si c'est juste bénin, ils veulent pas aller en cours ou ils ont une maladie, ou bien est-ce que ils ont une problématique, ils ont des soucis, ils ont quelque chose qui les tracasse, qui pourrait provoquer ces maux de tête. Et en fait, de fil en aiguille, moi je déroule toute une pelote pour savoir en fait comment ça se passe à la maison, comment ça se passe au collège, est-ce qu'ils sont encore motivés, ou est-ce qu'ils dorment bien, est-ce qu'ils mangent bien. Et après, on va de plus en plus loin en cherchant est-ce qu'ils se font un petit peu du mal de temps en temps, est-ce qu'ils pleurent tout seuls. Et on peut aller jusqu'à un moment donné, le plus loin qu'on puisse aller, c'est est-ce qu'ils ont des idées noires, des idées de suicide, ce genre de choses, pour aller évaluer en fait leur mal-être et surtout la mise en danger qu'ils peuvent avoir éventuellement. Les adolescents, souvent, ce sont des conflits parentaux. On a beaucoup de problèmes de situations où un enfant n'a pas envie d'aller voir son père, problèmes de garde, des situations de carence éducative, des parents qui ont du mal avec leur enfant, des familles monoparentales, des mamans seules, papas seuls aussi, qui sont en difficulté. Et nous, on est là pour essayer de les soutenir et mettre en place des aides, des conflits avec des camarades, du harcèlement, des baisses de notes avec des problématiques de dyslexie, de handicap, et puis de problèmes psychologiques. Mais ça, c'est plus peut-être du ressort de notre collègue PIEN et de notre infirmière. Les enfants n'osent pas parler parce qu'ils pensent que je vais raconter. Mais en fait, non, il y a vraiment le secret professionnel. Donc moi, j'ai interdiction, je n'ai pas le droit, c'est dans la loi, je n'ai pas le droit de dire aux parents ou à d'autres adultes ce que l'enfant m'a confié. Sauf dans un seul cas. Si vraiment à un moment donné, l'enfant me raconte quelque chose où là je sens qu'il est en danger, mais vraiment en grave danger, là je suis obligée d'en référer à des personnes référentes, pour en fait le mettre à l'abri, le protéger. Déjà, la démarche de venir me voir, elle n'est pas évidente. Donc moi, c'est en toute confidentialité que ça se passe, aussi bien pour l'élève que pour le parent. Sauf s'il y a des éléments que les parents ou l'adolescent souhaitent que je transmette dans son intérêt, dans leur intérêt, dans l'intérêt de la situation. À ce moment-là, au professeur principal, à l'infirmière, on travaille en équipe avec l'infirmière et la PSYEN. Voilà. À ce moment-là, je le fais, mais je demande toujours l'accord. Sauf dans des situations où là, le secret professionnel doit être levé, dans des situations graves de maltraitance, d'abus sexuels, parce qu'on en a, et de violences conjugales. Je dirais pas ça. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y en a plus, mais après, c'est dans les établissements où j'ai travaillé.
Par contre, la souffrance est plus violente, c'est-à-dire que quand les enfants vont plus facilement se faire mal, voilà, elle est plus grave, plus accentuée. Il n'y a pas plus de cas, mais par contre, quand il y en a, je trouve qu'ils sont plus accentués, plus graves. Ça fait un certain nombre d'années que j'exerce. Voilà, je suis plus proche de la retraite que début de carrière. Et moi, je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de situations, puisque je suis sur 3 établissements, de plus en plus de situations d'élèves qui sont en grande difficulté, ainsi que les familles. Il y a eu le confinement, mais il y a aussi une situation économique qui est très compliquée, avec des parents qui viennent demander des aides aussi. Les situations s'aggravent, se dégradent, mais aussi pour les adultes, c'est-à-dire il y a les ados, les familles, mais aussi les personnels dans l'éducation nationale qui sont de plus en plus sollicités avec des situations de plus en plus graves et compliquées. Moi, je pense aux enseignants, je pense aux infirmières, je pense aux psy-EN, nous, assistantes sociales, chefs d'établissement qui sont aussi très sollicités. Ça devient de plus en plus compliqué. Après, être bien dans sa peau, c'est propre à chacun. De toute façon, il n'y a pas une manière, comme je l'ai déjà dit, d'être bien dans sa peau. Moi, être heureux, c'est plusieurs phases, je pense, parce qu'on ne peut pas être toujours heureux. Il y a toujours des hauts et des bas pour finir par vivre la vie pleinement. Donc après, pour rester heureux, je pense qu'il faut avoir peut-être des passions ou genre des loisirs qui pourraient maintenir du coup ce sentiment. Pour rester heureux, vraiment, si on a une maison et des parents et des amis, je vois pas de quoi plus. Hein. En essayant d'apprendre, de connaître de nouvelles personnes et d'être gentil avec les autres. Après, ça dépend des personnes, parce qu'il y en a, ça peut être les écrans, il y en a, ça peut être l'argent. Moi, ce qui me rend heureux, déjà, je pense voir ma famille en bonne santé. Moi, je pense qu'être heureuse, c'est être avec ses amis ou sa famille et rigoler avec eux, passer des bons moments. Par exemple, avec les amis, on rigole, on parle de choses drôles et tout ça. On s'amuse. Avec la famille, on discute, on peut rigoler aussi, plein de choses. Voilà. Qu'est-ce qui peut aider différentes activités qui peuvent détendre ou on n'a pas l'habitude de faire. Manger, pas trop non plus, parce que manger pour compenser les émotions, c'est bien, mais c'est pas ouf.